Au départ de la verrerie, 1820, À l'époque, on a besoin de fabriquer des bouteilles, on a besoin de fabriquer beaucoup de choses et puis Donc pour faire du verre, il faut du sable, il faut de la soude. pour avoir 1200 degrés avec du bois dans des fours. Et donc dans la région, il y avait énormément de bois et donc de ressources premières pour faire du verre. On est quand même le secteur le plus boisé du Nord-Pas-de-Calais, faut pas l'oublier. On n'a pas besoin d'aller le chercher très loin. Voilà, si on fait un petit peu comme ça le tour du secteur, on a toujours un rapport entre je dirais la nature et l'industrie qui s'y réfère, quoi, donc voilà. Donc en fait, c'est surtout les verreries ont été créées là où elles pouvaient être créées. Il y a eu des verreries dans les environs ici, il y avait des verreries un peu partout, hein. Avant même le 19e, les verriers avaient pour tradition de sillonner la France et de parcourir le pays pour aller là où le travail était proposé. ah ben, c'est l'histoire de toute la À région. mon avis, c'est comme ça que ça a commencé. À Trélon, quand j'étais gamin, la verrerie existait. J'ai débuté à la Verrie Parent comme porteur à l'arche. Et une fois qu'on avait 14 ans à la sortie de l'école, la première chose, les parents nous disaient: allez, hop, au travail. Ben, mon père, il était chef de four, Mon père, il était verrier. Mon grand-père, mon père et mon frère. grand-mère, sœur, ma mère. Une fois, vers 13 ans, 13 ans et demi, il m'avait emmené à la Verrie, donc, là où il travaillait. Et il me dit: «Oh, Jeannot, je te préviens, si t'as pas ton certificat d'études, c'est ici que tu vas travailler». Oh! Et si bien que, le jour du certificat d'études, ah, peur de l'avoir, eh ben, je l'ai pas eu parce que je me suis pas présenté. Alors j'ai dit à mon père: «Bah, écoute, je l'ai pas eu, hein». «Ah bah, ça va, oui, de toute manière, tu vas venir, travailler avec moi». Et voilà. Ça m'a plu tout de suite, hein. On rentrait là-dedans, on était chez soi. Fallait pas aller se plaindre. On avait fait le con, on sait tout. Alors après, quand on me donnait un coup de pied aux fesses, bien sûr, j'allais pas y raconter, hein. Ouais. Vous dites tous les verriers, les vieux verriers, ils nous disaient des gros mots à l'époque qu'on ne connaissait pas, tout ça. «Ouais, tu un ceci, tu un cela, tu oh là! Oh ça y allait, hein. Ah ouais. Bon, après, ça les empêchait pas de s'engueuler pour une raison de cadence. Bon, bah, des fois, on avait des disputes, ça c'est normal, hein. Ouais, il y avait des prises de bec parce que c'était des métiers quand même assez difficiles et ça se passait pas tout seul, hein, c'était pas, le bisounours, hein, quand même, hein, faut pas exagérer. J'ai retrouvé des règlements d'atelier où c'est marqué: «Interdit de chanter», pour pas, détourner l'ouvrier de son attention. Oui, je me souviens maintenant d'un gars beaucoup plus vieux que moi qui poussait des wagonnets, il avait 7 ans pour, transporter la matière. Il y avait des sacs de sable qui étaient là, mais surtout des sacs d'arsenic entrant dans la composition du verre, sur lesquels les enfants jouaient. Bon, comme disait un verrier de l'époque, il y a de quoi tuer toutes les belles-mères de Trélon avec un sac. Pourrait, heureusement qu'il a employé le conditionnel. Bon. Eh ben, les mecs, ils devaient sortir toutes les 20 minutes à peu près. 20 minutes, une demi-heure. On leur demandait. Parce qu'après, ils sont intoxiqués. Tu ne vois pas que tu es intoxiqué, parce que c'est un gaz inodore. C'était des gazogènes à l'air libre. Ouais, ouais. Ça avec, ce qu'il a respiré à la Verrie, il était à moitié aveugle aussi parce qu'avec les fumées et tout, Puis après, ça s'est déclaré
en grave maladie, quoi. Puis bon, il est décédé de ça, quoi. C'est quelqu'un que j'ai vu bosser toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie. Et à 51 ans, hop, il a disparu. Milieu des années 60. Bah, c'était les gens du travail, quoi. C'était pas les intellectuels, on allait bosser, quoi. C'est vrai que le travail sur le four, il devait être autrement plus pénible que ce que je raconte là. Mais on était contents. Le lendemain, on revenait. Ah ouais, 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 ouais. On revenait bien content de travailler, hein. Tout ça, c'est des contextes de travail qu'il faut s'en souvenir. Mmh. Comme je suis né en 61 et j'ai quitté la Véry en 1972, bon, donc j'ai passé quand même 11 ans à la Véry avec mes grands-parents, car la Véry logeait les ouvriers. Et les femmes qui travaillaient au décor, pareil aussi, c'était plus ou moins nos cousines, nos tantes, enfin, presque la famille. Et ouais, on était comme à la maison presque. Ah ouais. Il y a eu même des Espagnols qui ont vécu à l'intérieur de la Véry. Il y avait le forgeron, il y avait même des couvreurs, parce qu'il fallait l'entretien et tout ça. Chez les femmes, ben, il y avait les releveuses, les décoreuses, les polisseuses, et il y avait une cantinière. J'ai un souvenir de la cantine, quand on va au marché de Noël, etc., on trouve encore les tables qui sont là, qui n'ont pas changé d'un pouce. Et quand j'étais gamin, elles étaient déjà là. À la cantine, euh, on avait un Noël, on avait le cadeau de Noël. Et tous les enfants des verriers, après 5 heures, c'était l'arbre de Noël à la Véry par an. Et c'est des souvenirs. La cantine, pour moi, c'est inoubliable. Ça, c'est toute mon enfance, ma naissance. Il y avait des corons de filateurs et des corons de verriers. C'est-à-dire toutes les petites maisons d'ouvriers qui ont fait une petite rue qui longe le site, qui était le quartier du tissage. Il y a une petite maison qui fait le coin, là, hein. J'habite là. Bougez-moi, ça fait 46 ans que je suis dedans, hein. Et aujourd'hui, ils sont toutes occupées par des personnes qui ont ainsi des petites maisons. C'est grandiose dans un village. Bon, là, il y avait entre 120 et 150 ouvriers qui ont tout été réunis. On vient avec la famille. Donc la famille s'installe, donc ça veut dire il faut un logement, il faut donc faire ses courses, il faut les écoles. Et c'est ça qui fait donc le cœur d'un village ou d'une ville. Et quand on regarde les verriers dans le passé, ils avaient vraiment des communautés très serrées. C'était familial, on peut dire. Enfin, je sais pas, de bonne camaraderie, quoi. Avec les gens qui habitaient dans la cour, on était solidaires entre nous, hein, voilà, hein. Bon, voilà, donc ça, c'est des souvenirs que je n'oublierai jamais envers ces gens-là, quoi. Je vous dis, c'est des très bons souvenirs pour moi, ça, il n'y a pas de problème. Jamais les verriers ne se sont, comment je pourrais dire, ne se sont éloignés les uns des autres. Et il n'y avait pas de distinguo parce qu'ils étaient unis par une seule chose, le four. Oh non, on était tous, on va pas dire tous des frères, parce que mais on était tous des ouvriers, tout simplement. Ouais. Et après, tout a arrêté. Tout a arrêté. Tout a arrêté. Les camions arrivaient, Delphos et Braque. Ils leur disaient de repartir. Il y a eu combien de cartons qu'a resté, et c'est parti où, ces flaconnages-là et tout. Parce qu'il y avait un parfumeur qui trouvait que les flacons étaient franchement lourds et donc le plastique, ce serait mieux. Rentrant
à Trélon, et quand il a dit ça à sa tante, elle lui a dit: «Écoute, tant que je serai vivante, il y aura pas de plastique ici. Je suis une fille de verrier, une femme de verrier, on resterait dans le verre». La première chose, c'est ne pas avoir voulu prendre le plastique. Et c'est pour ça aussi que la Véry s'est cassé le nez, parce qu'elle n'a pas pu investir dans le plastique. Et puis, elle a disparu à cause, entre guillemets, du modernisme, l'évolution des choses. Je pense que c'était dans l'air du temps, on fermait beaucoup de choses. Ça a été lié évidemment au gros déclin industriel qui a touché tout le pays et les pays voisins à l'époque. Et puis malheureusement, bah, l'usine, elle a périclité et en 77, ça a été fini. Du jour au lendemain, quand on sait que l'usine, elle ferme, ça fait mal au cœur, comme on dit, hein. C'est vrai. Alors, nostalgie du passé, bah, pourquoi pas? Mais enfin, il faut quand même vivre avec son temps. Maintenant, ils sont partis, ils sont partis. Ils ont fait leur vie ailleurs. Bah, à l'extérieur, ça faisait comme un château un peu et à l'intérieur, bah, c'était, plutôt ancien, je trouvais parce que mais après, c'était quand même beau et c'était passionnant à voir. Ce patrimoine-là, quand je suis arrivée, je me suis dit: «Mais quel est cet endroit, quoi? Et pourquoi on n'en parle pas autant? Pourquoi il est pas aidé? Pourquoi il se développe pas beaucoup plus?» Ça m'a paru, un peu en décrépitude, hein, et puis j'entendais, aussi des gens qui disaient: «Ah ouais, mais ça va se casser la figure, tout ça», et Je veux dire, le bâtiment penche, la cheminée penche. À l'hiver, à la Véry, à l'hiver, quand il tombait de la neige, ça tombait sur nous, hein. Ah ouais, ça, il y a pas de problème, hein. Et quand il pleuvait, c'était pareil aussi, hein. Il pleut, par exemple, dans le musée, sur la place de soufflage. La toiture, il y avait des tuiles, elles étaient barrées. Tu avais sur place, les places, tu avais l'eau qui coulait, hein. Et en fait, tout est arrêté. Il y a une espèce d'espace-temps, vraiment particulier. Tout est figé. Ce lieu me paraissait totalement mort, quoi. Enfin, il était mort, de toute façon. Il n'y avait pas de visiteurs, les fours étaient éteints, c'était l'hiver. J'étais vraiment plongé dans le passé, dans un lieu qui était là en attente, quoi. Quelques années après la fermeture, c'était d'une tristesse folle, hein. C'était fou. Tout ce qui, bah, ne serait-ce que la forge, la menuiserie, etc., tout ce coin-là. Et puis après, au moment de la fermeture, c'est un endroit qui est laissé à l'abandon. Et Elle aurait pu être rasée, mais même déjà bien avant. C'est une usine qui a failli disparaître et heureusement, qui a été remise en valeur et qui, justement, montre que le temps évolue. Et donc, la mairie avait gardé que le site de la Véry, justement, pour en faire un écomusée. mais voilà, on était curieux de pouvoir investir cet endroit. Et En formant des stagiaires, en formant des apprentis et en voulant transmettre leur savoir-faire. On est atelier musée du verre. Est-ce qu'on est un atelier du verre ou est-ce qu'on est un musée du verre? Et souvent, on est en confrontation avec les verriers parce que pour eux, c'est un atelier avant tout. Pour nous, c'est un musée avant tout. au fur et à mesure des années, on a toujours accueilli des stagiaires qui ont la chance, du coup, peut-être d'avoir un lieu magique qui permet ça. Je suis reconnaissante de travailler là-bas. La première fois que je suis rentrée dans la halle, c'était un émerveillement. Alors effectivement, le site est bien, il est exceptionnel. D'ailleurs, c'est à peu près l'un des rares en France qui existe encore, puisque tous les autres sites ont fermé. Et effectivement, le sauver serait exceptionnel à double titre, puisque c'est du matériel industriel qui n'existe plus. Maintenant, quand on voit ce que c'est, on a plaisir à rentrer dedans et à aller boire un coup quand ils accueillent le public, hein. De toute façon, on dit qu'un bon verrier a toujours un verre à la main, qu'il soit chaud ou froid. Devant le four, fallait bien voilà, on a compris. À ce temps-là, on laissait boire beaucoup les gens, hein, de l'alcool, hein. En filature, c'était le même, hein. Ah oui, le verrier, il aimait bien être picolé un petit peu, mais c'était normal. Voilà.
Quelquefois, on envoyait des gamins aller chercher des bouteilles de vin au village, en plein travail. Mais alors, pas en bouteille, hein, dans des marmites, style marmite à lait. Il y avait la sirène. Le samedi midi, elle sonnait pour dire que la semaine était terminée. Les gens qui s'enquiquinaient le vendredi à la verrie retrouvaient leurs copains, on disait pas leurs potes à l'époque. C'était toute la semaine, hein, donc du vendredi soir jusqu'au lundi matin. Tu voyais même pas ce goût-là de bouger, hein. Il avait fait le recensement du nombre de cafés à Trélon. Et je me demande si ça approchait pas de la centaine, hein. On connaît pas mal les bars avec Curtis. Où j'ai croisé des gens, ici, pendant ces 2 années-là, des gens très, très sympathiques. Entre nous, on prenait un pot ensemble, hein. Ah, ça il s'en souvient. Donc, par conséquent, il y avait beaucoup de fêtes. Ils travaillaient, mais il y avait beaucoup de fêtes. Là, c'est enregistré. Vous pouvez couper ça? Et donc Trélon, c'est l'une des mieux conservées, même si elle est en mauvais état. Je pense que si on fait pas quelque chose, il sera plus ouvert au public. C'est un métier qui va peut-être disparaître et du coup, je pense que voilà, ça peut détruire des carrières. Et ben finalement, on coupe l'apprentissage et ce qui était ancestral en fait. Et du coup, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, certaines techniques vont être obsolètes et elles vont disparaître. De lieu pour les verriers, où vont-ils exercer cela, quoi? Ils ont, je pense pas qu'ils ont chez eux un four avec le verre, un deuxième four pour refroidir, et puis des endroits pour les poser, ces choses. Si il y a des enfants qui rêvent de devenir verriers, ça risque de non seulement briser leurs rêves. Bien sûr, ça me briserait tous mes rêves. J'aimerais bien peut-être en faire mon métier plus tard. Tu veux faire quoi? J'ai pas très bien entendu. Après, je fais souffleuse de verre. Ah, tu sais que c'est un métier, c'est très dur à faire. Moi, je dis, je vais apprendre. Tant que ça me passionne et que c'est pas eux qui vont le faire, c'est moi. Et je fais ce que je veux. Du coup, depuis ce jour, je veux toujours faire ça. Mais, point de suspension. Le patrimoine, c'est ce qui a existé avant nous. Et il faut absolument le préserver pour pouvoir le transmettre. Un musée, oui, c'est un lieu de mémoire, de transmission, soit d'une passion, d'un art, d'une époque. Du coup, voilà, c'est extrêmement important de garder ce musée, au moins pour le respect et aussi pour la transmission. Nos ancêtres, et même encore les plus vieux, ont donné beaucoup de leur personne pour justement constituer ce patrimoine. C'est pour ça que nous, on fait les musées comme ça, tu vois. Ne pas oublier qu'il y a des gars derrière qui ont sué sous le Burnou, hein. C'est limite de ne pas rendre hommage au travail que ces verriers ont fait, à l'économie qu'ils ont pu apporter à la région, à la ville. Par respect pour les habitants, mais aussi par respect pour le patrimoine allégué. L'existence de cette forêt, l'existence de ces employés de la verrerie, l'existence de la vie très dure qu'ils ont connue.
l'existence des familles, c'est un respect global de toutes ces notions-là qu'il faut transmettre. Mais aussi, ça risque d'empêcher des gens de créer des souvenirs. Bah, c'est pour mes ancêtres. Et eux, ils n'ont pas laissé de traces. Mais moi, je vais en laisser quand même par ma voix, donc. Ouais. Voilà. Donc je pense que c'est pour penser à eux et à tous les gens qui ont pu travailler à la verrerie que je suis là. Ouais. Ils n'auront pas travaillé pour rien, et ils ne seront pas disparus pour rien. Voilà. Ouais. Les gens meurent les uns après les autres, tous les acteurs qui y ont travaillé et puis, la mémoire s'oublie, C'est que la fragilité de la mémoire tient à la mémoire. Et pour pas que ce métier, du coup, meure avec les verriers, il faut absolument transmettre. Je les ai vus tout doucement disparaître. Je ne crois pas que un personnage comme moi, il y en aura un pour venir témoigner. On a perdu les gens qui étaient vivants, qui pouvaient encore raconter. Tous ceux que j'ai connus sont tous morts. Ouais. Alors du coup, ça a disparu avec eux. Ouais. On est les derniers. C'est plus facile de transmettre de l'immatériel, de l'humain, s'il y a une base matérielle. C'est comme une maison de famille. À Trélon, le patrimoine matériel pourrait sauver le patrimoine immatériel. Sauver l'architecture, le bâtiment, c'est la première étape. Parce que si on n'a plus ça, qu'est-ce qu'on défend finalement? Enfin, moi, je veux bien continuer à faire de la médiation sur l'histoire des verreries en Avesnois, mais sur des photos, enfin, il n'y a plus vraiment de sens. Cette arrivée à l'écomusée m'amène aussi à ouvrir les yeux sur voilà, la valeur qu'a ce savoir-faire, cette connaissance, et surtout de l'idée de maintenir ces gestes-là sur ce territoire d'où je suis. La verrerie de Trélon, c'est la dernière trace de ce patrimoine. Et on a été filmé dans les années 90, alors c'est pas moi, d'autres équipes de l'écomusée ont été filmés ces gestes avant qu'ils disparaissent. Et je trouve que c'est des gestes forts comme ça. Et ça me paraît super important parce qu'en fait, ça peut totalement disparaître. L'UNESCO a valorisé les gestes des maîtres verriers. Et notre mission première aujourd'hui, c'est de sauvegarder ce patrimoine. Et notre deuxième mission, tout aussi importante, c'est la transmission d'un savoir-faire, de gestes. Et c'est ce que nous avons encore aujourd'hui avec tous les stagiaires qui font parfois des centaines de kilomètres pour découvrir des gestes. Pas découvrir une théorie, pas découvrir un tuto sur l'ordinateur, mais ce contact d'un verrier expérimenté qui apprend à l'autre, au plus jeune, comment ça se passe. Et ça, c'est intéressant après de revoir d'anciens verriers et de dire « dis-moi comment t'as fait ». Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de ne pas arrêter de dire aux gens « mais le patrimoine, vous l'avez devant vous en fait. Vous l'avez même dans votre maison ». Le patrimoine matériel, c'est tout un ensemble d'objets, de lieux, d'endroits qui fait partie d'une histoire. Les Trélonais, qui ont des trésors chez eux. Et puis donc un jour, elle me pose une question, elle me dit de vos parents et vous, est-ce que vous avez gardé, est-ce que vous avez un petit souvenir de la verrerie de Trélon? Je lui dis, elle me dit, est-ce que vous avez au moins la petite salière? Et je vais vous dire même, j'ai encore les verres de ma communion que mes parents avaient fait faire, il m'en reste quelques-uns. Mais moi, c'est pour les petits souvenirs que j'ai gardés de mes parents, qui viennent de la verrerie de Trélon. Je les mets sur mon étagère dans ma chambre. Et c'est des verres que je conserve, quoi. Si c'est pas dans les placards, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le grenier aussi. On le mettait là, dans un coin, pendant une semaine, et puis après, hop, ça montait au grenier. Et toujours comme ça, presque tous
toutes les semaines, toutes les semaines, il y avait toujours un flacon qui revenait, un nouveau flacon, du moins. Ah ouais. Une fois, je me suis arrivé à Hirson, au Leclerc d'Hirson, et il y avait quelqu'un qui avait vidé sa cave. Donc les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai pris des gants à la station-service et que j'ai tiré 200 bouteilles de la benne à verre. Hein, c'était des bouteilles du 18e, 19e, en fait. Une fois qu'elles auraient été détruites, elles auraient été détruites. Donc ça, c'était dommage. Parce que c'est important. Il y a un côté presque religieux, en fait, à l'objet. Beaucoup de choses sont parties, donc de la nécessité peut-être de sauvegarder encore ce qui a du sens pour pouvoir le partager demain. Bah, c'est important de les montrer aux gens pour dire que ça a vraiment existé. Bon, dès que les beaux-parents sont décédés, en fait, tout a été dispersé. Hein. Je ne sais pas où ça ira après moi. Moi, j'ai pas d'héritier, donc je n'ai que des neveux. Je les ai déjà depuis quand même très longtemps. Et je les ai pas encore cassés, quoi. Ils sont toujours dans ma vitrine. Et je les aurai toujours dans la tête. Hein. C'est pour ça, quand je prends quelque chose, je fais attention de ne pas les casser. Hein. Si on laisse tomber, ça casse. Et moi, je les ai donnés ici au musée. Est-ce que vous voulez les voir, mes petits objets? Le verre, c'est un tout, c'est ce qui te sert à boire, ce qui te sert à te protéger, mais également c'est de la chimie, c'est de l'histoire, c'est des gens. Et surtout, ce sont des êtres humains. Et je pense que mettre le verre en avant, c'est mettre les gens en avant. Et malheureusement, c'est toujours une histoire d'homme. L'histoire d'homme, on la laisse de côté. Des verriers sont toujours, des fois, ils passent leur vie à essayer d'inventer de nouvelles techniques, de nouvelles textures avec le verre. Et c'est ça aussi qui fait que c'est une matière fascinante. On travaille le verre depuis la nuit des temps et on arrive encore à trouver des nouvelles choses. Il nous émerveille encore. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre but aussi, et ça va en lien avec la transmission, c'est de pousser plus loin encore le verre, comment on l'utilise, comment on le travaille. C'est un métier qui est en train de changer comme beaucoup, hein, parce que la société change et on change avec. Puisqu'au final, après, c'est un éternel recommencement, c'est une mode en fait. On peut pas savoir ce qui va être, mais il va pas mourir, ça c'est sûr. Le verre, c'est aussi l'avenir. C'est pour ça que j'essaie toujours de parler dans un sens positif. On fait le lien entre le passé et le futur. D'articuler davantage passé, présent et futur. Alors, je regrette beaucoup que une catégorie de jeunes ne s'y intéresse pas. Oh, c'est moche, c'est vieux, ça sert à rien. C'est un peu barbant. Mais non, c'est pas intéressant. Mais si, c'est intéressant. Si tu me le dis pas, comment tu veux que je le sache? Alors, dis-moi, qu'est-ce qui était pas intéressant? Mais c'est à nous, les plus anciens, à leur montrer ce qui a été fait, à leur expliquer. Ça passionne à partir du moment où le mot est expliqué. Et qu'après, eux aussi soient en capacité de transmettre. On ne peut pas les forcer. On peut pas se mettre à leur place non plus. Hein. On peut essayer de parler, les faire comprendre, mais bon, après, ils sont réceptifs ou pas réceptifs. Hein. Voilà. Hein. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Voilà, avec certaines catégories de personnes, eh ben, ça marchera pas. Voilà. Mon fils, il s'intéresse à beaucoup de choses, mais le reste, si je lui parle de Voldemort de Bargue, bon, maintenant le temps a encore passé. Est-ce qu'il y a encore des gens qui s'y intéressent? Qu'on leur dire d'autres, qui viennent, mais qui disent à leurs amis de venir, pour essayer de remonter un petit peu la situation. Mais ce qu'on a transmis, nous, à nos propres enfants, pour eux, c'est un repère. Un bon repère.
parce que c'est eux, plus tard, voilà, qui continueront à essayer de valoriser ce site et de le retransformer encore s'il le faut dans quelques années. Vous savez, les gens qui n'ont jamais travaillé dans une verrerie, c'est pas évident pour eux. Hein. Et c'est pour ça que je serais bien content qu'on leur explique comment on faisait. Hein. Je m'en suis rendu compte en fait sur le tard, quelque part. Je pense que j'avais pas conscience de ce que pouvaient me transmettre mes parents quand j'étais plus jeune. Est-ce que c'est la curiosité, peut-être? Et avec tout le travail qu'on a entamé, on voit aujourd'hui qu'il y a une reconnaissance, que c'est les habitants de Trélon ou les anciens ouvriers comprennent 40 ans après pourquoi il a fallu garder ce patrimoine industriel. Donc c'est un travail qui prend du temps, même pour convaincre en fait les gens que c'est important, ça prend du temps aussi, quoi. Donc, je pense que les gens prennent vraiment conscience en fait de l'importance que c'est de faire vivre ces lieux. Ah oui, maintenant, ouais, il n'est pas trop tard quand même, parce que les gens ils commencent à se déplacer beaucoup plus quand même qu'avant. C'est vrai. Il faut qu'on avance sur la réappropriation peut-être de ce patrimoine, déjà sur le local. Il faut être sur le terrain pour transmettre quelque chose. Il faut participer. Si on participe pas, qu'on regarde de haut puis qu'on s'intéresse pas, ça sert à rien. D'accord, mais après, c'est les autres qu'il faut entraîner. Et c'est cette année qu'il faut faire le maximum, c'est sûr. Parce qu'après, bon, après, ça sera dans une bibliothèque, point la ligne. Hein. Mais ce sur quoi nous nous sommes attachés, et avec votre serviteur comme animateur, c'était de relancer une dynamique en disant ce patrimoine, on s'en sert, qu'il soit matériel, immatériel, social, on s'en sert pour travailler au devenir de ce territoire. Il faut vraiment qu'on soit dans une démarche impliquante. Qu'on pourra du coup ensemble le porter encore plus loin. Mais pour ça, on a besoin que les gens se battent avec nous, qu'ils s'en rendent compte de la chance de cette histoire. Ben, derrière la transmission, je pense que le premier mot que je mettrais, c'est partage. Savoir partager. On sent aussi qu'il y a énormément de créativité, de volonté d'aller plus loin encore. Je crois même que j'arrêterai jamais, même en étant bénévole là, il faut que j'aille à la verrerie, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ah ouais. Le sous-titre donné à Éclat n'est pas anodin. S'il reste plus qu'un seul endroit en France dans lequel on pourra voir du verre dans 200 ans, je souhaite vivement que ce soit très long. Peut-être quand je serai grande, j'offrirai des vases ou des sculptures à ma famille. Et aussi, je passerai peut-être à la télé. À condition que le musée ait résisté. Mais pour ça, on a besoin que les gens se battent avec nous. Mais je pense que, ouais, il y a des gens qui s'accrochent vraiment et qui veulent pas laisser tomber la chose, quoi. Donc je pense que ça va encore perdurer. Et moi, le mot qui me vient, c'est bienveillance. L'espoir, l'amitié. Et avancer ensemble. De parler. La parole, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup la parole. Hein. Voilà, en se faisant confiance, en écoutant les autres, en partageant aussi leurs histoires. Pas rester buté. Il faut essayer de comprendre les uns et les autres. Tous avec nos différences et nos qualités. Et pas condamner et pas juger. Je les inviterai à rentrer, à redécouvrir le site et à revenir et vraiment à participer avec nous à ce qu'on fait. Moi, la population, j'aimerais vraiment qu'elle vienne tous les jours avec moi et travailler avec moi.
pour qu'on travaille voilà, tous ensemble à la valorisation de ce patrimoine. Julien, il va vous faire visiter et tout ça. Et je suis sûre qu'après, ça va les intéresser. Hein. Il suffit de faire le premier pas. Hein, voilà. Hein. Le deuxième terme, ce serait peut-être aussi donc optimisme. Parce que je vois quand même que nos jeunes ont cette part de conscience que ma génération n'avait peut-être pas d'ailleurs. Donc bienveillance et optimisme. Ouais. Moi, je dirais d'abord bravo de venir et de vous intéresser à ça. Faites en sorte que la transmission continue encore et encore. Je dis bravo à ceux qui ont eu l'idée de garder, d'une part, et merci surtout, de garder les bâtiments, de garder tout ce qui a été construit dedans. Qu'ils continuent et je les remercie. Merci à tous ceux qui permettent de découvrir le travail du verre et de faire les ateliers. Soyez les ambassadeurs, soyez les acteurs, soyez les décideurs, pourquoi pas. Regardez autour de vous. Ne vivez pas pour vous tout seul, regardez autour de vous. Dans ce territoire, on peut rebondir. Parce qu'on rebondit toujours. Moi, je suis convaincu que ça va aller. Quoi, ça marcherait pas? Optimisme. Mais continue à rêver. Toujours. C'est ce qui nous maintiendra en vie. Je crois qu'ils ont envie que ça dure. Fais pas peur. Soyez fiers de votre histoire, soyez fiers de ce patrimoine qui n'est pas un patrimoine fini. C'est clair? Vous avez raison, oui. C'est notre patrimoine à tous. C'est façonné par nous tous. Et soyez fiers de ce que vous en ferez. J'ai bien résumé? Ah ouais, ouais. Croyez-moi, l'Avesnois est beau. Bienvenue. Et j'y reviendrai avec plaisir. Ou re-bienvenue. La porte vous est ouverte. Qui serait Richier qui monte là? 200 ans d'histoire, À venir. 200 ans d'histoire à venir. Je m'appelle Curtis Grangeon. Je m'appelle Alizé Auger. Gérard. Moi, c'est Nicole. C'est Hervé. Guillaume. Je m'appelle Monsieur André. Je m'appelle Jean-Claude. Julien. Monsieur Guy de Grelle. Gilles Francis. Annick. Jean-Marie Petit. Mon prénom Stéphane. Je m'appelle Fabienne. Théodore. Je m'appelle Isabelle. Noémie. Alors moi c'est Laurent. Madame Yvette Rousseau. Moi, c'est Virginie. Je m'appelle Vianney Jolivet. Théodore. Fouron, Jean, Angélique Pascal. Jeannot pour les intimes. Maintenant, j'aime bien dire que je suis un méridional du Nord, hein, puisque c'est le sud du département du Nord. Nous, on adore. Nous, quand on dit le Nord, on habite. Ah, le Nord, vous habitez le Nord. Bah oui, mais on habite le sud du Nord. Et ce que je regrette, c'est que les médias ne sont pas capables ou ne se donnent pas suffisamment les moyens de montrer tout le positif qu'il y a dans ce secteur de l'Avesnois. Parce qu'au départ, il y a les a priori. Hein. Ben, quand on parle du Nord, c'est la misère, c'est le chômage, c'est ceci, c'est cela. On était un petit peu considéré comme une réserve d'Indiens. Hein.
C'est toujours pareil quand on parle du Nord. Alors, qu'en fin de compte, quand nous, on montre la vérité, qu'on montre ce qui se passe sur nos territoires. Bon, ceux qui viennent, ils se rendent compte que le Nord, c'est pas ça. Sur différents plans, sur le plan culturel, sur le plan architectural, sur la géographie aussi. Hein, on est un peu une petite Normandie. Hein, on n'a pas la mer, mais on a exactement le même type de panorama quand quand on sort de chez soi. C'est joli ici, la région. On a un territoire qui est hyper instagrammable. On a une belle région, c'est magnifique ici. Il y a des bocages, des pâturages, il y a tout, il y a de la verdure, il y a du bon beurre, il y a de la crème, il y a du bon fromage. On vante notre région. Alors moi, je pense qu'on a tous les atouts pour attirer le monde et pour développer justement ce type de tourisme et faire pour que nos richesses culturelles et patrimoniales soient mises en avant. En plus, on a quand même l'avantage, je pense, moi, d'avoir ancré en nous cet accueil qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et ça, bah, ça vient de quelque part. Et je suis très bien dans cette région. On m'a pas rejeté. Voilà. Et ben, j'avais vraiment une image des gens du coin, du Nord. Et je me suis pas trompé. Hein. Et je savais que j'allais avoir un accueil formidable, et c'est le cas. J'ai été super bien accueillie. C'est des gens, ils peuvent demander n'importe quoi et je peux leur demander n'importe quoi, ils seront là. Parce qu'il y a une vie en commun là-dedans, qui s'est fait naturellement, que vous n'avez pas partout. Hein. Je pense que les uns sont liés aux autres, en fait. Hein. Il y a ce travail d'équipe qui est très fort, en fait, et qu'on aime quand on regarde le travail à chaud. Mais s'il y a moins de soucis, voilà, l'affaire est résolue. Vous allez dans d'autres régions de France, on vous fait la tête. Voilà. Je sais pas, moi je suis attachée à ma région. La preuve, c'est que j'ai une maison aussi dans le sud-ouest, puisque mon mari était de là-bas. Mais moi, c'est la Vénois, c'est ma maison ici. Je suis très bien à Maroilles et je n'y bougerai pas pour tout l'or du monde. Moi, je suis attachée à ma région, à ma terre natale, voilà. Et les gens, ils ont beau avoir le soleil à Toulouse et penser qu'il pleut tout le temps dans le nord. C'est vrai, quelquefois, on a de longues périodes de pluie. J'en conviens. Mais c'est pas pire que la Bretagne. Hein. Ils ont l'impression qu'il pleut tous les jours ou qu'il gèle à -10 tout le long de l'année. Hein. Avec le changement climatique, on sera peut-être la prochaine Côte d'Azur de la France. Et comment t'expliques ça alors La bienveillance ici, la gentillesse, t'as une idée? Ces valeurs que j'ai parlé beaucoup de culture ouvrière. C'est comment je suis de là, voilà. Vous êtes d'ici, vous? On sait d'où on vient, on sait ce qu'on est, et on sait, je pense, où on va. Ah, les racines, oui. C'est notre... Moi, je sais que je veux... Ma dernière demeure, c'est ici, dans le cimetière de Glageon. C'est prévu.